Le présent document constitue une reconstruction et une déconstruction analytique intégrale du phénomène connu dans la culture populaire et les cercles d'information marginaux sous les dénominations de problèmes de la planète X, de Nibiru ou de Némésis. Nous abordons cette question non pas comme une tâche astronomique classique, puisque l'objet de l'étude est absent de la réalité physique observable, mais comme une étude de cas socio-psychologique massive, nécessitant une dissection minutieuse. Notre objectif est une analyse détaillée de la mécanique sous-jacente à l'émergence, à la propagation et à la mutation des récits conspirationnistes persistants qui parasitent la peur d'une catastrophe globale. Nous rejetons délibérément le langage émotionnellement chargé et les métaphores artistiques au profit de faits bruts, du positivisme logique et des principes du rationalisme critique, en examinant chaque aspect de ce problème à travers le prisme probatoire de la physique, de l'histoire et de la psychologie. La phase introductive de notre enquête consigne l'état actuel du paysage informationnel, dans lequel on observe un schisme profond entre la vision scientifique vérifiable du monde et une réalité alternative construite dans l'esprit d'une partie significative de la population. Le sujet soumis à l'influence de cette construction informative virale se trouve dans un état d'anxiété permanente et latente. Ce sentiment n'est pas généré par l'observation directe de phénomènes menaçants, mais par une conviction profonde de l'existence d'une conspiration globale du silence. En regardant le ciel nocturne, un tel observateur ne voit pas le fonctionnement majestueux et prévisible de la mécanique céleste, ni les orbites planétaires stables, ni les contours familiers des constellations, mais un système de camouflage complexe. Dans sa perception, la stabilité visible du système solaire est un écran de fumée derrière lequel se cache un agent de destruction qui approche inexorablement. Nous parlons ici d'un corps céleste hypothétique de masse colossale qui, selon des prophéties apocryphes, fait intrusion dans les régions internes de notre système stellaire, dans le but de perturber l'équilibre gravitationnel, ce qui devrait inévitablement conduire à un effondrement tectonique, à l'inversion des pôles magnétiques, à l'évaporation de l'hydrosphère et à la mort de la civilisation technologique. Nous entrons sur un territoire où les lois de l'astrophysique sont remplacées par les lois de l'attente eschatologique, et notre tâche est de mener une expertise forensique de cette peur. L'analyse des sources ouvertes d'informations scientifiques officielles, telles que les bulletins de la NASA, les rapports de l'Agence spatiale européenne et les publications dans des revues astronomiques à comité de lecture, démontrent l'absence totale de toute donnée, confirmant la présence d'un objet massif non répertorié dans le système solaire. Dans le discours académique, on ne trouve que des corps mineurs standards, comètes, astéroïdes, objets de la ceinture de Kuiper, dont le comportement est entièrement décrit par les lois de la mécanique classique et de la thermodynamique. Les comètes sont considérées comme des conglomérats de gaz gelés et de poussière, qui, en s'approchant de l'astre solaire, commencent à se sublimer activement, formant une chevelure et une queue. Cependant, dès que le chercheur quitte les limites de la science académique et plonge dans l'espace médiatique alternatif, le tableau change radicalement. Ici règne la conviction que les rapports officiels sont une désinformation intentionnelle. Des milliers de commentateurs et de créateurs de contenu affirment que les comètes observées au télescope n'existent pas réellement en tant qu'objets physiques. Elles sont déclarées être des hologrammes, des illusions d'optique ou le produit de la dispersion atmosphérique de réactifs chimiques, les fameux chemtrails, créés dans le seul but de dissimuler à la population les signes visuels de l'approche de Nibiru. Selon cette logique, les élites sont informées depuis longtemps de la fin inévitable et préparent des voies d'évacuation, construisant des villes souterraines et des bunkers, tandis que la population est intentionnellement maintenue dans l'ignorance. La genèse de ce mythe exige une plongée historique profonde. Il est établi que cette phobie n'est pas un produit spontané de l'ère moderne de la post-vérité, mais qu'elle a des racines profondes s'étendant vers des interprétations déformées de textes anciens et d'hypothèses scientifiques obsolètes. Le scénario archétypal postule l'existence d'une planète errante avec une période orbitale de 3600 années terrestres. Une caractéristique clé de son orbite est décrite comme une excentricité extrême et une inclinaison significative par rapport au plan de l'écliptique, ce qui permettrait supposément à l'objet de rester invisible pour les observateurs terrestres jusqu'au moment de l'approche critique. La superstructure mythologique inclut des éléments de paléocontact. La planète est déclarée être le foyer de la race des Anunnakis, qui, selon l'interprétation conspirationniste des épopées suméro-akkadiennes, auraient visité la Terre dans une antiquité profonde et créé l'être humain comme un biorobot pour l'extraction de l'or nécessaire à la stabilisation de l'atmosphère de leur planète natale. Le retour de Nibiru au périhélie est considéré comme le retour des maîtres pour une inspection ou une récolte.
Malgré la nature manifestement fantastique de l'intrigue, elle s'est fermement enracinée dans la conscience de masse, devenant la base de la formation de cultes de survie quasi religieux. L'intérêt particulier réside dans le mécanisme d'adaptation de la théorie aux événements astronomiques actuels. La pensée conspirationniste démontre un haut degré de résistance aux faits et une capacité de mimétisme. L'apparition dans le ciel de tout nouvel objet brillant, qu'il s'agisse de la comète Helena en 2011, de la comète Ison en 2013 ou de la comète Atlas en 2020, est immédiatement intégrée dans le récit comme une confirmation de la théorie. Les caractéristiques physiques des comètes, telles que les queues de gaz ou la désintégration du noyau, sont interprétées comme le fonctionnement de moteurs à plasma, de champs de camouflage ou le résultat d'une attaque par des forces armées terrestres ou extraterrestres. Toute explication rationnelle est rejetée comme faisant partie du complot. Nous observons un exemple classique d'une boucle logique fermée, où l'absence de preuve devient, en soi, la preuve du plus haut niveau de secret et de l'efficacité de la dissimulation. Pour mener une enquête complète, il est nécessaire d'examiner la base probatoire sur laquelle s'appuie l'accusation, c'est-à-dire les théoriciens du complot. La première pierre angulaire de la théorie a été posée au XIXe siècle lors de la recherche d'une planète transneptunienne qui a abouti à la découverte de Pluton, mais a laissé des questions sur les perturbations de l'orbite d'Uranus. Cependant, la véritable renaissance du sujet s'est produite en 1983. Le satellite astronomique infrarouge IRAS, lancé par la NASA, a cartographié le ciel dans le spectre thermique et a découvert de nombreuses sources de rayonnement auparavant inconnues. Le journal Washington Post, à la recherche d'un scoop, a publié une interview avec des scientifiques de la mission, sous un titre impliquant la découverte d'un corps céleste mystérieux, possiblement de la taille de Jupiter. Cette phrase, arrachée au contexte d'une discussion scientifique sur l'incertitude des distances aux objets détectés, est devenue l'écriture sainte pour les croyants de Nibiru. En réalité, l'analyse ultérieure des données d'IRAS a montré que les sources mystérieuses étaient des galaxies lointaines, avec un taux de formation stellaire extrêmement élevé, rayonnant de l'énergie principalement dans l'infrarouge. La communauté scientifique a clos le dossier, mais dans l'histoire alternative, cet événement est resté le moment où les autorités ont trop parlé, avant de réduire tout le monde au silence. Le deuxième pilier du mythe repose sur les travaux de Zecharia Sitchin. Dans les années 1970, cet auteur autodidacte a proposé sa propre interprétation des tablettes cunéiformes sumériennes, affirmant que les anciens sumériens possédaient une connaissance détaillée du système solaire, y compris des planètes découvertes seulement à l'époque moderne, et de la mystérieuse 12e planète, Nibiru. L'assyriologie et la linguistique professionnelle rejettent catégoriquement les traductions de Sitchin. Le terme Nibiru existe réellement dans l'astronomie babylonienne, mais il se traduit par passage, lieu d'intersection ou transition, et fait référence à des positions spécifiques de la planète Jupiter, ou parfois de Mercure, sur la sphère céleste, marquant le changement des saisons ou des cycles astronomiques. Dans aucun texte connu de la science, Nibiru n'est décrite comme un corps physique orbitant autour du Soleil avec une période de 3500 ans. Toute la cosmogonie de Sitchin est le produit de son imagination, superposée à une interprétation libre de symboles anciens. Cependant, comme le montre la pratique, un mensonge beau et grandiose, qui fait appel au sens du mystérieux, se vend beaucoup mieux que la vérité philologique aride. Passant à la phase physique de notre enquête, nous devons appliquer les outils de la mécanique céleste pour tester l'hypothèse de l'existence d'une planète cachée. L'argument principal de la science est la gravité. L'interaction gravitationnelle est une force à longue portée qui ne peut être ni écranée, ni dissimulée, ni falsifiée par des dispersions atmosphériques. Le système solaire est un mécanisme complexe mais extrêmement précis, où le mouvement de chaque corps affecte les trajectoires de tous les autres. Si un corps de la masse de Jupiter ou même de la Terre faisait intrusion dans les régions internes du système, cela provoquerait inévitablement une cascade de perturbations orbitales. Nous enregistrerions des déviations dans le mouvement de Mars, des changements dans les paramètres orbitaux de la Terre, ce qui affecterait la durée de l'année et une déstabilisation de la ceinture d'astéroïdes. Les systèmes modernes de navigation spatiale qui contrôlent les sondes interplanétaires nécessitent une précision de calcul de l'ordre du mètre et de la seconde. La présence d'un facteur gravitationnel non pris en compte rendrait impossible l'arrivée précise des engins spatiaux à leur destination. Le fait que les rovers atterrissent avec succès sur Mars et que les sondes voyagées sortent dans l'espace interstellaire selon des trajectoires calculées
est la meilleure preuve de l'absence de corps massifs étrangers dans le système. L'hypothèse populaire parmi les internautes selon laquelle la planète se cache derrière le Soleil, sur une orbite dite de contre-Terre ou simplement en opposition, se brise contre les lois de Kepler. La Terre se déplace sur une orbite elliptique et sa vitesse angulaire change en fonction de sa distance au Soleil. Pour qu'une planète hypothétique reste strictement derrière le Soleil, elle devrait synchroniser parfaitement son mouvement avec la Terre, ce qui est impossible si son orbite diffère même légèrement en excentricité ou en rayon. Tôt ou tard, en raison de l'irrégularité du mouvement de la Terre, l'objet caché apparaîtrait au bord du disque solaire. De plus, l'humanité a lancé la mission Stéréo, une paire de satellites qui, en s'écartant le long de l'orbite de la Terre, ont fourni une vue complète à 360 degrés du Soleil et de l'espace environnant. Ils ont cartographié toute la sphère, ne laissant aucun angle mort où une planète entière pourrait se cacher. Les données de ces satellites sont dans le domaine public et ne contiennent aucun signe de Nibiru. L'argument suivant de la défense des conspirationnistes est l'invisibilité optique. On affirme que Nibiru est une naine brune qui rayonne uniquement dans le spectre infrarouge. En effet, les naines brunes sont des objets substellaires, insuffisamment massifs pour maintenir des réactions thermonucléaires de fusion de l'hydrogène, mais elles rayonnent néanmoins de la chaleur accumulée lors de la contraction gravitationnelle. Cependant, les lois de la thermodynamique sont implacables. Un corps chaud dans le vide froid brille dans l'infrarouge comme un phare. Au début des années 2010, le télescope spatial WISE a effectué un balayage complet du ciel en rayons infrarouges. Il a découvert des milliers de naines brunes, mais toutes sont situées à des années-lumière de nous. À l'intérieur du nuage d'Oort, et à plus forte raison à l'intérieur du système planétaire, aucun objet de cette classe n'a été détecté. Dissimuler le rayonnement thermique d'un objet de la taille de Jupiter est impossible tant techniquement que physiquement. Le manque de preuves physiques oblige les partisans de la théorie à se tourner vers des anomalies visuelles capturées par des caméras domestiques. Internet regorge de clips démontrant un soi-disant second soleil. Nous avons effectué une expertise optique forensique d'échantillons typiques de tels enregistrements. Dans l'écrasante majorité des cas, le phénomène observé est le résultat de réflexions internes de la lumière dans le système de lentilles de l'objectif. Connu sous le nom de facteur de Flare ou lens flare, les smartphones et les caméras compactes sont équipés de verres de protection et d'un jeu de lentilles. Lorsqu'une source de lumière d'une luminosité extrême, comme le soleil, entre dans le cadre, la lumière se reflète plusieurs fois entre les surfaces des lentilles, formant sur le capteur une image inversée et faible de la source, qui est prise par erreur pour une planète. Un test dynamique le confirme. Lorsque la caméra bouge, le reflet se déplace de manière chaotique par rapport à l'arrière-plan, tandis qu'un objet céleste réel devrait rester stationnaire par rapport à l'horizon. La deuxième classe de preuve visuelle est liée à l'optique atmosphérique. Les cristaux de glace de forme hexagonale qui se forment dans les hauts Cirrus agissent comme des prismes naturels. La réfraction de la lumière solaire dans ces cristaux génère des phénomènes tels que les halos, un anneau lumineux autour du Soleil, et les parélies, des taches brillantes arc-en-ciel à gauche et à droite de l'astre, souvent appelés faux soleils. Ces phénomènes sont décrits en météorologie depuis des siècles, mais dans l'esprit d'une personne déconnectée des sciences naturelles et immergée dans une bulle informative de catastrophisme, ils se transforment en présages sinistres. L'aspect psychologique prévaut ici sur l'aspect physique. L'observateur voit ce qu'il s'attend à voir, ignorant les explications rationnelles. L'histoire de la psychose des comètes mérite une considération distincte. Chaque fois que les astronomes découvrent une comète dont la trajectoire passe relativement près de la Terre, un mécanisme de génération de panique s'active. Le cas de la comète Helena en 2011 est devenu un exemple d'école. Les profanes, alimentés par les conspirationnistes, ont commencé à chercher des significations cachées dans le nom de famille de l'astronome amateur russe Leonid Elenin, qui a découvert l'objet. Le nom a été disséqué en acronyme ELE pour événement de niveau d'extinction et NIN pour Nibiru et proche. Cette gymnastique numérologique a conduit au harcèlement d'une personne réelle, tandis que des millions de gens se préparaient à la fin du monde à l'automne 2011. La réalité a cruellement déçu ceux qui attendaient l'apocalypse. La comète était une petite boule de glace friable qui n'a pas survécu au passage au périhélie et s'est désintégrée sous l'influence du rayonnement solaire et des forces de marée. Aucun choc gravitationnel ni changement de pôle ne s'est produit. Au lieu d'admettre l'erreur, la communauté conspirationniste a immédiatement généré une nouvelle version. La comète a été abattue, elle est passée en mode invisibilité, où ce n'était qu'un test des systèmes d'alerte. Un sort similaire a frappé la comète Ison en 2013.
En raison des particularités de l'échappement des gaz du noyau, la chevelure de la comète sur les photographies a pris une forme rappelant vaguement des ailes. Cela a immédiatement activé des associations avec des images de l'Égypte ancienne et de Sumer représentant le disque ailé. La comète a été déclarée vaisseau spatial géant des Anunnakis. La finale était prévisible. Ison, tout comme la comète Helena, s'est évaporée en s'approchant du Soleil. Mais le mythe a survécu, mutant et transférant les attentes à l'objet suivant. Un autre argument populaire est la présence de zones noircies ou censurées sur les cartes stellaires de services comme Google Sky ou World Wide Telescope. Les utilisateurs découvraient des rectangles noirs dans la constellation d'Orion ou du Lion et les interprétaient comme une censure gouvernementale. L'explication technique, qui consiste en ce que les cartes sont assemblées à partir de millions d'images de qualités différentes et que parfois le logiciel découpe des cadres défectueux avec une surexposition d'étoiles brillantes ou de planètes, laissant des vides, n'est pas prise en compte. Pour le conspirationniste, l'absence d'information est une preuve de plus grand poids que sa présence. En résumant l'expérience d'investigation sur la théorie de Nibiru, nous sommes contraints de reconnaître l'insolvabilité complète de la base probatoire de l'accusation. Pas un seul argument, qu'il soit historique, astrophysique ou visuel, ne résiste à la vérification par la méthode scientifique. La linguistique réfute la traduction de Sitchin. La mécanique céleste garantit l'absence de corps massifs dans la partie interne du système solaire. L'optique explique l'origine des seconds soleils et des halos. La thermodynamique exclut l'existence d'objets chauds invisibles. Nous avons affaire à un fantôme qui existe exclusivement dans le champ informationnel. Cependant, la vitalité de ce mythe nous oblige à nous tourner vers la psychologie. Pourquoi, malgré des décennies de prédictions ratées, les fins du monde ayant été programmées pour 2003, 2012, 2017 et régulièrement par la suite, cette idée continue-t-elle de capturer les esprits ? La réponse réside dans les mécanismes de défense de la psyché humaine face à un monde complexe et imprévisible. La réalité moderne est chaotique. Les crises économiques, les pandémies et le changement climatique créent un fond insupportable d'anxiété. Le cerveau humain a, du point de vue évolutif, du mal à accepter l'idée du hasard et de l'absurdité de la souffrance. La théorie du complot remplit une fonction psychothérapeutique. Elle ordonne le chaos. Elle offre une raison simple et compréhensible à tous les maux. Le réchauffement climatique ne se produit pas à cause d'un ensemble complexe de facteurs anthropiques et naturels, mais à cause de l'approche de Nibiru. Cela enlève la responsabilité à l'être humain et la transfère à un facteur externe et insurmontable. Dans un sens paradoxal, croire en un plan sinistre d'un gouvernement secret ou d'extraterrestres est plus réconfortant que de réaliser que personne ne contrôle le monde et que nous volons sur un rocher dans le vide, livrés à nous-mêmes. Le deuxième aspect important est le narcissisme et le sentiment d'élitisme. L'adepte de la théorie de Nibiru se sent porteur d'un savoir secret, un gnostique qui a vu à travers le voile de mensonges qui enveloppe le troupeau endormi. Ce sentiment de supériorité intellectuelle sur la science officielle et la majorité de la population est une drogue puissante qui élève l'estime de soi. C'est pourquoi la discussion directe avec un conspirationniste est souvent vouée à l'échec. Les faits ne sont pas perçus comme une information à réfléchir, mais comme une attaque contre sa personnalité et son statut unique. Enfin, on ne peut ignorer la base économique de l'industrie de la peur. Nibiru est une marque commerciale à succès. La génération de contenu de panique apporte des millions de vues sur les plateformes vidéo, ce qui se convertit en revenus publicitaires. La vente de littérature sur la fin du monde, la construction de bunkers sur commande, la vente au détail de kits de survie, tout cela est un commerce qui ne prospère que dans des conditions d'attente constante de catastrophe. Les bénéficiaires de ce système ont un intérêt vital à ce que la fin du monde soit constamment reportée, mais jamais définitivement annulée. La conclusion de notre dossier est sans équivoque. La menace d'une collision avec la planète X est absente de la réalité physique, mais elle est extrêmement réelle en tant que virus de la conscience. C'est une pathologie de la pensée critique, un symptôme de méfiance envers les institutions d'expertise et le savoir scientifique. Nous observons un retour à un type de pensée médiévale, où l'astronomie est remplacée par l'astrologie et l'analyse par l'interprétation des présages. Le seul antidote contre ce virus informatique est l'éducation et le retour à la connaissance empirique du monde. L'univers réel, avec ses cryovolcans, ses rivières de méthane, ses trous noirs et ses milliards de galaxies, est infiniment plus complexe et intéressant que n'importe quelle invention. Il ne nécessite pas la foi en des conspirations simplistes. Il ne nécessite que de la curiosité et de l'honnêteté envers soi-même. Notre recommandation pour quiconque ressent de l'anxiété en voyant 2 soleils sur l'écran d'un smartphone, posez l'appareil, prenez des jumelles et regardez le ciel de vos propres yeux. Il n'y a pas d'ennemis là-haut.
Il n'y a que la grandeur de la nature et les lois de la physique qui fonctionnent de la même manière pour tous, que vous croyiez en elles ou non. L'affaire de la planète Nibiru est classée sans suite, faute de preuves, devant le tribunal de la mécanique céleste.